Je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras plus jamais, je dis bien jamais, perdu devant un ECG. Voyez-vous, les étudiants en médecine sont très souvent frustrés par cet examen qui est très souvent compliqué au premier abord. Et je me souviens également que lorsque j'étais en troisième année, j'avais beaucoup de difficultés. J'ai été carrément frustré par l'interprétation de l'ECG. Mais aujourd'hui, 2 ans après, je peux vous dire, j'ai vaincu l'ECG. J'ai trouvé des techniques et des astuces pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir maîtriser du bout des doigts cet exercice-là. Et dans cette vidéo, je te propose un algorithme simple qui va te permettre de pouvoir également faire pareil. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te proposer un secret qui en réalité est la base de la connaissance et de la maîtrise absolue de l'ECG. Avant tout, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi parce que sur cette chaîne, comme son nom l'indique, je te propose de rendre la médecine beaucoup plus facile parce qu'elle est connue comme étant l'une des disciplines les plus difficiles au monde, mais je te promets que sur cette chaîne, tu vas trouver ton compte et tu vas trouver encore plus passionnant et plus facile la médecine. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Maintenant que c'est dit, on va passer tout de suite à mon ordinateur sur lequel je vais faire la présentation et je te conseille de prendre des notes, de te munir d'un stylo et de quoi prendre des notes. Tu peux également télécharger la vidéo ou la sauvegarder pour pouvoir la regarder plus tard. Alors, nous entrons dans le cœur de la présentation. J'ai choisi de l'intituler «Ce que tu dois savoir pour enfin maîtriser le CG». Donc, je m'appelle Descartes Lonsi. Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Donc, pour y arriver, nous nous fixons un certain nombre d'objectifs. Le premier, ce sera de décrire les étapes d'enregistrement de l'ECG ainsi que le positionnement des électrodes. Ensuite, de lister les indications de l'ECG, d'identifier les dérivations et les territoires cardiaques, de décrire l'ECG normal et enfin de reconnaître et de pouvoir décrire les anomalies à l'ECG, notamment ce qu'on va appeler les urgences électrocardiographiques. Pour y arriver, on va suivre un plan. On va faire de l'introduction, des généralités. On va parler de l'analyse du tracé, ensuite de l'interprétation du tracé d'ECG, puis de quelques anomalies de tracé pour répondre à l'objectif précédent. Et enfin, nous allons dévoiler le secret qu'il te faut pour maîtriser définitivement le CG. Alors, en prérequis, il faudrait déjà savoir ce qu'est l'anatomie et la physiologie générale, avoir des connaissances de base en anatomie et physiologie cardiaque, et aussi avoir des notions de sémiologie générale et de sémiologie cardiovasculaire en particulier. Donc, à l'introduction, il faudrait déjà définir ce qu'est le CG. L'électrocardiogramme, c'est tout simplement l'enregistrement de l'activité électrique du cœur en fonction du temps. C'est un examen qui est non invasif, il est accessible et il est très utile pour ce qui est d'étudier les pathologies cardiaques, mais aussi des pathologies qui ont un retentissement sur le plan cardiaque. C'est le cas typique des pathologies qui occasionnent des troubles de l'ionogramme, comme on va le voir dans la suite de la présentation. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire pour tout médecin de pouvoir lire et interpréter correctement un électrocardiogramme. Alors, pour ce qui est de lire vraiment l'électrocardiogramme et de le comprendre, il faudrait d'abord savoir que, comme pour tout autre examen morphologique, et notamment les examens d'imagerie, cette étude passe par 3 étapes principales. Je m'explique. Si on vous demande, par exemple, d'interpréter une radiographie, vous commencerez bien évidemment par donner l'identification du patient, les critères de qualité de cette radio, puis vous procéderez à une analyse méthodique, systématique, à la recherche d'un certain nombre d'anomalies présentes. Vous pouvez par exemple rechercher des opacités, des clartés, des déviations de structure, etc. pour en faire à la suite un résumé. Le résumé, c'est le syndrome qui découlera de votre radiographie. Si on est dans la radiographie du thorax, on peut parler par exemple du syndrome alvéolaire, le syndrome interstitiel, le syndrome d'épanchement pleural, gazeux ou liquidien, etc. Et puis vous finirez par une interprétation qui est fonction de la clinique et les antécédents du patient. C'est exactement la même chose qu'on fera dans l'électrocardiogramme. Donc, on fera d'emblée une analyse du tracé, des différentes dérivations à la recherche de différents signes. Puis nous en ferons un résumé pour enfin terminer avec l'interprétation. Donc, nous passons tout de suite aux généralités. Il faudrait d'abord rappeler, faire quelques rappels
sur le plan anatomique et sur le plan physiologique. Tout d'abord, sur le plan anatomique, il faudrait se rappeler déjà de la position du cœur. Le cœur est situé dans le médiastin. C'est un organe qui est grossièrement en forme de pyramide. Donc, avec l'apex qui est là, on a la paroi antérieure qui est là, la paroi latérale, elle est de ce côté-ci, et puis on a une paroi qui est inférieure, et puis la paroi postérieure qui, ici, sur cette vue-ci, ne se voit pas. Et puis du côté de la vascularisation, c'est aussi très important de connaître la vascularisation parce que ça va nous servir plus tard à délimiter ce qu'on va appeler les territoires électriques sur le tracé. Donc, du point de vue de la vascularisation, nous avons le tronc coronaire gauche et le tronc coronaire droit. Le tronc coronaire gauche va se diviser en artère circonflexe et en artère interventriculaire antérieure. La coronaire droite également va donner des branches, mais qui pour l'instant ne vont pas nous intéresser. Pour besoin de simplifier la chose, retenez d'abord grossièrement l'artère coronaire droite. Son emplacement, vous pouvez dessiner aussi, ça va vous aider. Et puis, le tronc coronaire gauche qui va se diviser en interventriculaire antérieur. Le mot antérieur est très important, ça va revenir plus tard. Et l'artère circonflexe. Du point de vue de la physiologie, maintenant, nous savons que le cœur a pour rôle principal de pomper le sang. Ça se fait grâce à la contraction des ventricules, qui elle-même est secondaire à l'influx nerveux, qui lui est transmis grâce au tissu nodal. Tissu nodal qui se constitue du nœud sinusal, du nœud auriculo-ventriculaire, du tronc du faisceau de His, et ainsi que des branches du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Pour ce qui est du nœud sinusal, sa dépolarisation va entraîner la contraction des oreillettes. Ceci est représenté en vert et sur le schéma, vous voyez très clairement que sa manifestation au niveau du tracé de l'ECG sera l'onde de P. Nous avons là notre l'onde de P qui correspond à la contraction des oreillettes, secondaire à la dépolarisation du nœud sinusal. Ensuite, on a l'influx qui passe du nœud sinusal au nœud auriculo-ventriculaire. L'intervalle de temps qu'il met pour arriver de ce nœud, du premier nœud au deuxième, est traduit par ce qu'on va appeler l'intervalle PQ, qui est ici représenté en jaune. Donc, c'est réellement très important parce que si on a un bloc ici, si on a quelque chose qui bloque, on va se rendre compte qu'au tracé, on aura une modification de cet intervalle PQ là. Donc, c'est très important, il faut garder ça en tête pour la suite. Et enfin, on a la dépolarisation. La dépolarisation des ventricules, puis sa contraction qui va correspondre sur le tracé complexe QRS, représenté en bleu ici. Et puis, pour terminer, la repolarisation des ventricules qui correspond au segment ST. Donc, ce qu'il faudrait retenir globalement, c'est que toute anomalie qui va intéresser les oreillettes, on va principalement les regarder au niveau de la morphologie de l'onde P. Pour ce qui est de la conduction auriculo-ventriculaire, il faudra s'intéresser au segment PQ. Et enfin, pour ce qui est des anomalies d'ordre ventriculaire, il faudra regarder le segment ST et le complexe QRS. Toujours sur le plan physiologique, cette petite figure-ci rappelle à suffisance le fonctionnement du cœur. Donc, on a le nœud sinusal qui se dépolarise là. L'influx arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire qui est aussi appelé nœud d'Aschoff-Tawara. Puis se propage ensuite dans le faisceau de His, puis au niveau des fibres du réseau de Purkinje. Donc, sur le tracé de CG, on a l'onde P qui découle de la contraction des oreillettes. On a le segment PQ qui est la conduction de l'influx. L'onde QRS qui correspond à la dépolarisation des ventricules. Et enfin, le segment ST et l'onde T qui correspondent à la repolarisation ventriculaire. Très important, il faut garder cette figure en tête, il faut garder ce schéma-ci parce qu'il constituera le socle de ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc, pour les généralités, nous parlons maintenant de l'indication, des indications de l'ECG. Quels sont les motifs pour lesquels on peut réaliser un ECG? D'emblée, on peut réaliser l'ECG devant toute symptomatologie cardiaque. Donc, chez un patient qui se présente, par exemple, aux urgences pour une douleur thoracique, on va demander un ECG. Pour un patient qui a des palpitations, qui a une syncope, qui fait un malaise, on peut demander un ECG. Donc, ça, c'est la symptomatologie cardiaque. On peut également demander un ECG chez des patients pour des besoins de dépistage de maladies cardiovasculaires. C'est également le cas pour le suivi et la surveillance de certaines maladies cardiaques.
Et enfin, ou du moins, on peut également demander l'ECG pour le diagnostic de certains troubles métaboliques comme les hypercalémies, les hypocalémies, les hypercalcémies, les hypocalcémies. Et enfin, on peut demander l'ECG dans le bilan préopératoire pour certains types de patients, notamment ceux lesquels on suspecte de ne pas avoir un cœur assez robuste pour supporter l'intervention. On demande d'abord un ECG pour voir si le cœur est apte à subir l'intervention. Alors maintenant que c'est dit, maintenant qu'on connaît les indications, il faudrait déjà savoir comment est-ce qu'on réalise l'électrocardiogramme. Il faut d'abord disposer de l'appareil qui est l'électrocardiographe. Et cet appareil-là également est muni de ce qu'on appelle les électrodes. Ces électrodes-là qu'on va accoler au corps du patient. Donc là, on a, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'électrodes. On a les électrodes dites précordiales. Ça vient du précordium. Ça veut dire que c'est accolé à la paroi de la cage thoracique. Donc le précordium, c'est la zone antérieure de la cage thoracique. Et on aura les électrodes périphériques qu'on verra dans la diapositive suivante. Pour ce qui est des électrodes donc précordiales, elles se branchent, elles se fixent au niveau de certaines zones anatomiques très précises, très codifiées. Et pour le retenir, il faut tout simplement avoir les chiffres 4 et 5 en tête. 4 pour le quatrième espace intercostal et 5 pour le cinquième espace intercostal. Donc les électrodes précordiales, elles vont de V1 à V6. Donc là, vous voyez également, on a 6 électrodes. On a V1, V2, V3, V4, V5 et V6. V1, où est-ce qu'il se place? Il se place à droite, au niveau du quatrième espace intercostal. Donc le bord droit du quatrième espace intercostal. Donc, on a V1. Ensuite, V2, il se place au niveau du bord gauche du quatrième espace intercostal. Maintenant, on ne place pas V3 directement, on place d'abord V4. Après avoir placé V2, on place V4. V4 parce qu'on a son repère qui est situé sur le cinquième espace intercostal. Souvenez-vous, je vous ai dit de retenir 4 et 5. Donc, il se place au niveau du cinquième espace intercostal sur ce qu'on va appeler la ligne médioclaviculaire. Donc, vous prenez la ligne, une ligne imaginaire qui passe par le milieu de la clavicule. Vous descendez jusqu'au cinquième espace intercostal. Donc, en palpant, vous allez le retrouver. Et généralement, dans la pratique, ça va se retrouver en dessous du mamelon. Et une fois que V4 est placé, vous n'avez plus qu'à placer V3 au milieu de V2 et de V4. Ensuite, pour V5, V6, vous les placez toujours en horizontal sur le cinquième espace intercostal, de côte à côte. Donc V5, vous le placez sur ce qu'on va appeler la ligne axillaire antérieure. C'est également une ligne imaginaire. Et puis V6, la ligne axillaire moyenne, toujours sur le cinquième espace intercostal. Donc ça, de V1 à V6, ça représente les électrodes précordiales. Ce qu'il y a de particulier, c'est que pour les ECG de 18 dérivations, on peut également placer ce qu'on appelle les électrodes de V3R, V4R et VE. VE qui a l'appendice xiphoïde, V3R et V4R qui sont le symétrique de V3 et de V4 par rapport au sternum. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo ou à rentrer pour écouter pour mieux assimiler davantage. Donc ensuite, j'ai parlé des électrodes périphériques. Ce sont les électrodes qui vont se brancher au niveau des membres. Donc on aura l'électrode de droite, l'électrode de terre, l'électrode frontale, l'électrode de gauche, qui portent des couleurs prédéfinies. Donc l'électrode de droite, elle sera rouge, l'électrode de terre noire, l'électrode frontale verte, et puis la dernière électrode de gauche, elle est jaune. Il y a un acronyme qui permet de retenir une mnémotechnique, c'est rien ne va jamais. Rien pour rouge, donc R pour rouge, N pour noir, V pour vert, J pour jaune. Bien évidemment en partant du côté droit. Et puis, toujours pour le sujet 12-18 dérivations, il est conseillé on rajoute les électrodes V7, V8 et V9. Donc V7, c'est toujours sur le cinquième espace intercostal. Du côté gauche, sur la ligne axillaire postérieure. V8, c'est en dessous du bord inférieur de la scapula. Et V9, c'est du côté de l'apophyse épineuse. Mais généralement, dans la pratique, on fait des ECG de 12 dérivations.
Les ECG des dérivations sont recommandées en cas de suspicion de syndrome coronarien aigu. Une fois donc que les électrodes sont placées, il faut mettre en place la machine, il faut allumer la machine, mais avant, il faudrait se rassurer qu'au préalable, les surfaces de contact des électrodes avec le patient sont optimales. Donc, c'est-à-dire si le patient a par exemple une pilosité trop importante, il faut d'abord raser la surface avant de placer les électrodes. Et également, il faut s'assurer d'éloigner toute source d'interférence. Les sources d'interférence, ça peut être le pulsing électrique, ça peut être la montre électronique, ça peut être un smartphone, ça peut être même tout simplement le fait que le patient soit à une partie de son corps qui est accolée à une partie métallique. Par exemple, le bord du lit, il peut être métallique, ça va engendrer des interférences et parasiter le tracé de CG. Donc, une fois qu'on s'est rassuré que ces conditions sont respectées, que les électrodes sont bien en place, on peut allumer l'appareil et ça va nous donner le tracé. Donc, le tracé est typiquement représenté par ce qu'on appelle des dérivations. Et les électrodes V1, V2, V3, V4, V5, V6, qui sont les électrodes précordiales, vont donc donner au niveau du tracé les dérivations précordiales, donc V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Ensuite, les électrodes périphériques qu'on avait vu au départ, donc AVL, AVF, AVR, vont donner également les dérivations périphériques ou frontales, dites unipolaires. Mais on remarque qu'il y a des dérivations qui vont s'ajouter, qui sont D1, D2, D3, alors que on n'a pas des électrodes D1, D2 et D3. Cela s'explique tout simplement par le fait que ces dérivations sont en réalité des différences de potentiel. C'est pour ça qu'elles sont dites bipolaires. Donc, c'est des différences de potentiel entre les dérivations unipolaires. Donc, gardez ça comme ça sera intéressant pour la suite. Et puis, ce schéma, c'est également, il sera très utile lorsqu'on sera en train de calculer l'axe électrique du cœur. Donc, la représentation des différents vecteurs des dérivations unipolaires, donc AVL, AVF et AVR. Cette représentation-ci, elle est capitale pour la suite. Il faut la noter, il faut la représenter, ce sera très important. Également, ce qu'il faut savoir sur les dérivations, c'est que un des outils dont on dispose pour le calcul de l'axe électrique du cœur toujours, c'est le triangle d'Einthoven. Triangle d'Einthoven qui reflète le positionnement des électrodes, des dérivations bipolaires que j'ai citées précédemment, donc D1, D2 et D3. C'est ça le triangle d'Einthoven. Et puis sur le schéma des dérivations unipolaires, il faut rajouter donc D1, D2 et D3. Donc, grossièrement, ça fait un schéma à peu près comme ça. Placer D1 là, placer D2 là, et D3 est quelque part là. Et puis, il y a des angles qui séparent chaque tracé. Donc, entre AVL par exemple et D1, 30 degrés. Donc, ici, vous avez plus 90 degrés. Là, vous avez plus 120 degrés. Maintenant qu'on a vu comment se présentent les dérivations, d'où est-ce que les dérivations proviennent, il faut s'intéresser au territoire électrique du cœur. Si vous vous souvenez au départ, lorsqu'on présentait l'anatomie, j'ai parlé des différents territoires du cœur sur le point de vue anatomique. Donc, nous avons là une schématisation, une représentation schématique du cœur avec ses parois. J'ai parlé de parois antérieures, de parois latérales. La paroi latérale, elle est là. De parois inférieures, de l'apex également, et puis de la paroi postérieure qui ne veut pas se voir sur ce schéma-ci. Ça, c'est le territoire du point de vue anatomique. Maintenant, du point de vue électrique, on a des territoires qui sont correspondants. Donc, la paroi antérieure, au niveau du tracé, sera objectivée par les dérivations V1, V2, V3 et V4 pour ce qui est de l'apex. Donc, on a donc le territoire antéro-septal qui est représenté par V1, V2 et V3. Et lorsqu'on inclut V4
ça devient le territoire antéro-apical parce que V4, en réalité, représente l'apex. Également, dans le territoire latéral. Là, vous voyez la paroi latérale du cœur. Et le latéral est divisé en deux parties. On a le latéral bas, qui est représenté par V5 et V6. Donc, latéral bas. Et puis, le latéral haut, qui est représenté par D1 AVL. Donc, on a latéral bas, latéral haut. Vraiment, il faut avoir ce schéma-ci en tête pour ne pas oublier les différents territoires que je suis en train de citer. Et puis enfin, on a les dérivations AVF, D2 et D3 qui sont représentatives du territoire électrique inférieur. Donc, le territoire inférieur, c'est D2, D3 et AVF. Et enfin, on a le territoire postérieur qui sera représenté par les dérivations V7, V8 et V9. Parce que vous vous souvenez qu'on les place du côté postérieur, donc au niveau du dos. Et puis ça également, c'est un schéma qui rappelle les territoires anatomiques du cœur. Donc on a le territoire latéral. Si vous vous souvenez, c'était V5, V6 pour latéral bas et AVLD1 pour latéral haut. Donc on avait également le territoire antérieur, V1, V2, V3, apex, V4, territoire inférieur pour D2, D3, AVF et le territoire droit AVR. Le même schéma se répète avec la même représentation, toujours pour imprimer cette image dans la tête, bien en place, parce que connaître les dérivations, connaître les territoires, c'est très important, surtout pour ce qui est de l'étude des pathologies d'ordre ischémique. Et puis, vous vous souvenez de la vascularisation du cœur. Donc, je vous avais demandé de retenir 3 vaisseaux principaux, la coronaire droite, l'interventriculaire antérieur et la circonflexe. Ces deux dernières qui, bien évidemment, proviennent de la coronaire gauche. Donc, d'un point de vue anatomique, la coronaire droite, elle va vasculariser le territoire inférieur, donc qui est représenté par les dérivations D2, AVF et D3. L'interventriculaire antérieur, je vous ai dit, le mot antérieur, ça nous indique sur la paroi qui vascularise, donc la paroi antérieure, le territoire antérieur, antéroseptal ou antéroapical, donc V1, V2, V3 et V4, et ça c'est géré par l'interventriculaire antérieur. Et enfin, la circonflexe, si vous vous souvenez, la circonflexe, elle avait ce petit trajet-ci, et on voit très clairement qu'elle vascularise la paroi latérale du cœur, latéral bas comme le latéral haut, qui sont représentés successivement par V5, V6 et D1 et AVL. Et puis on a ce qu'on appelle les dérivations miroirs, les images en miroir. Grossièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que le territoire inférieur qui est là a son miroir au niveau du territoire latéral, notamment le latéral haut. Donc le territoire inférieur a son image en miroir sur le latéral haut. Le territoire antérieur, son image miroir, c'est le territoire postérieur qui est représenté par V7, V8 et V9. Une fois de plus, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à rentrer pour, n'est-ce pas, réassimiler mieux. Apprendre les notes, c'est très important. Une fois que c'est fait, une fois que c'est compris, une fois qu'on a compris ce qu'étaient les électrodes, les dérivations, il faut s'intéresser aux anomalies qu'on va détecter au niveau du tracé. Vous avez vu que le tracé a 12 dérivations classiquement, donc de V1 à V6 pour les dérivations précordiales, et ensuite D1, D2, D3 d'une part, puis d'autre part AVF, AVL et AVR, d'autre part pour ce qui concerne les dérivations frontales. Maintenant, lorsqu'on veut regarder les anomalies, il faut savoir qu'il y a 4 types d'anomalies en fonction de ces dérivations-là. On a des anomalies qui seront objectivées sur une seule dérivation. Par exemple, vous pouvez avoir une anomalie de l'onde P qui va se voir uniquement en V1, par exemple. Vous pouvez avoir une anomalie de l'onde T qui va se voir peut-être uniquement en AVF. Je dis ça comme ça, c'est un exemple. Et puis, vous avez un autre type d'anomalie. C'est des anomalies qui vont se voir sur les dérivations contiguës. Contiguës, c'est-à-dire les territoires électriques. Les territoires électriques qu'on vient de voir. Donc, vous allez voir une anomalie qui va se répéter sur les dérivations qui sont contiguës. Par exemple,
si on suppose qu'on a un sus-décalage du segment ST en D2, si c'est que c'est une anomalie qui est contiguë, il va également se voir un sus-décalage en D3 et en AVF, parce que ces trois dérivations-là constituent un territoire électrique, en l'occurrence le territoire inférieur. Et puis on a des anomalies qui sont diffuses sur le tracé, c'est-à-dire que on peut avoir peut-être un sous-décalage du segment ST qui s'objective peut-être en V1, puis en V4, puis en AVR, et puis ça s'arrête là. Donc c'est une anomalie qui est diffuse. Elle n'est pas concentrée uniquement sur un territoire bien précis. Elle n'est pas objectivée sur une seule dérivation. C'est une anomalie qui est dite diffuse. Et elle ne prend pas tout le tracé, elle ne prend pas toutes les dérivations. Ce qui nous fait citer donc la dernière type d'anomalie qui sera présente sur tout le tracé. Si vous avez une tachycardie, vous le verrez sur toutes les dérivations du tracé. Vous verrez des complexes QRS qui sont proches sur toutes les dérivations. Donc c'est ça qu'il faut savoir à l'avance lorsqu'on va vouloir procéder à l'analyse détaillée du tracé. Donc gardez bien en tête ces 4 types d'anomalies ici. Donc ça c'est également un récapitulatif des différents territoires qu'on a eu à voir. Vous pouvez vous exercer à les restituer si vous avez compris. Si vous avez imprimé l'image, les images précédentes que j'ai mis, vous les avez imprimées dans votre mémoire. Donc on passe à l'analyse proprement dite du tracé. Comme je l'ai dit au départ, il faut commencer par vérifier si le tracé est de bonne qualité. Et avant tout, il faut tenir compte de l'identification du patient, de ses antécédents, du moment de l'enregistrement, ainsi que de l'indication. Une fois que c'est fait, vous vérifiez la vitesse de déroulement du papier qui est dans les normes de 25 mm par seconde. Et l'implication directe de ce calibrage-ci, c'est qu'en abscisse, on aura 1 mm qui sera égal à 40 millisecondes. Donc les abscisses, c'est pour la durée. 1 mm, 40 millisecondes. Ça correspond à un petit carreau. Donc voici un petit carreau ici. Et puis l'enchaînement de 5 petits carreaux font un grand carreau. Voici un grand carreau qu'on a représenté ici. Et puis on en tire les petits carreaux. Un petit carreau, 40 millisecondes, 1 mm. Je l'ai mis en rouge parce que c'est très important pour la suite. Et puis en ordonnée, on aura 1 mm pour 0,1 millivolts. Mais vraiment, cette information-ci, elle est capitale pour la garder en mémoire pour la suite. Puis vous avez comme les deux autres critères de qualité à avoir, à respecter, c'est le bon positionnement des électrodes qui va s'objectiver grâce à la dérivation AVR. Donc en AVR, il faudrait que les complexes QRS soient tous négatifs et que l'onde P soit toujours positive en D1. C'est ça qui nous permet de témoigner de ce que les électrodes périphériques sont positionnées correctement, qu'elles ne sont pas inversées. Le deuxième critère, c'est l'absence de parasitage, donc c'est-à-dire une absence d'ondulation de la ligne de base. Souvenez-vous, au départ, je vous ai dit, il faudrait éloigner toute source d'interférence. En cas d'interférence, on pourra avoir ce parasitage-ci. Là, vous avez un exemple d'inversion d'électrodes. Vous voyez des ondes P qui sont négatives. Donc, je vais agrandir pour que vous voyez. Vous avez des ondes P qui sont négatives, ondes P négatives, 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 en D1. Or, la condition voudrait qu'elle soit positive. Maintenant, vous avez AVR qui est positif, dérivation AVR est positive, alors que normalement, elle est censée être négative. Là, ça atteste à suffisance qu'il y a une inversion des électrodes. Et puis, en dessous maintenant, vous avez un exemple de parasitage. Le parasitage va se traduire par une ondulation de la ligne de base. Là, vous voyez très clairement que il y a comme des ondulations de la ligne de base, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le tracé, au lieu de faire ça, au lieu d'être rectiligne comme ça, il fait plutôt une ondulation, c'est-à-dire ça va comme ça ondule, ça ondule, ça ondule, ça ondule. Là, c'est typique d'un parasitage, d'une interférence, comme c'est très clairement représenté sur ce schéma-ci. Alors, une fois que c'est fait, il faut savoir que l'analyse de l'ECG doit suivre
plusieurs étapes que j'ai décidé de décliner sous un algorithme précis, dont l'acronyme est Franchira. Donc, à chacune de ces lettres, on aura une étape d'analyse. Et j'ai choisi cet acronyme-ci pour être le plus complet possible et il nous permettra de déceler toutes les anomalies qu'il faut être en mesure de pouvoir détecter sur le tracé. Donc, le F déjà, c'est la fréquence cardiaque. Le R, c'est le rythme. Le A, c'est l'axe du cœur, il faudra le calculer. Le N, c'est nuit pour nécrose à la recherche d'une onde de Q pathologique. Le C, c'est pour la conduction. Le H, pour l'hypertrophie, que ce soit atriale ou ventriculaire. Le I, pour l'ischémie. Le R, pour la repolarisation. Donc, de l'onde T, de l'onde U ou du segment QT. Et enfin, le A final, c'est pour les autres aspects particuliers qu'on peut détecter sur le tracé. Toujours ce schéma-ci, il faut l'avoir en tête. L'espace PR, on l'a. L'onde P, on connaît. Complexe QRS, segment ST. ST, il est là. Onde T, onde U. Et l'espace, l'intervalle QT. Voilà, l'intervalle QT commence au début de l'onde Q. Je termine à la fin de l'onde T. Donc, pour ce qui est du F de Franchira, on l'a dit, c'est la fréquence cardiaque. La norme, c'est entre 50 et 100 battements par minute. Donc, en dessous de 50, on va parler de bradycardie. Et au-dessus, vous avez une tachycardie. Je note aussi également que dans certains livres, ils correspondent la limite inférieure comme étant à 60 battements par minute. Là, ça dépend des livres, mais généralement, on va dire 50, 60, ça peut varier. Maintenant, pour calculer la fréquence cardiaque, il y a plusieurs méthodes. La plus facile, c'est faire 300 divisé par le nombre de grands carreaux dans un intervalle R, R. La deuxième méthode, c'est de faire 1500 divisé par le nombre de petits carreaux dans l'intervalle R, R. Et enfin, la troisième méthode, c'est de compter le nombre de QRS qui se trouve sur 30 grands carreaux. Une fois que vous avez ce nombre-là, vous le multipliez par 10. Et cette méthode-ci est valable surtout lorsque le rythme est irrégulier. Donc, voici un exemple d'application de la première méthode, qui c'est-à-dire de faire 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Donc là, vous avez une onde R, vous avez une autre onde R là qui lui est consécutive. Ça nous fait un intervalle R, R. Et vous comptez le nombre de grands carreaux entre eux. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on fait 300 divisé par 5. 300 divisé par 5 et ça va nous donner 60 battements par minute. C'est aussi intéressant de retenir les résultats de la division de 300 par 5. Donc on a 300, on a 150, on a 100, on a 75, 60, 50 et ainsi de suite. Donc 300 divisé par 1, ça fait 300. Par 2, ça fait 150. Par 300. Par 4, 75, et ainsi de suite. Ça nous retenir ces valeurs-là nous épargne d'avoir recours à la calculatrice. Donc ça a tout son sens ici pour être plus rapide, pour plus pragmatique. Donc ensuite, le R de Franchira pour le rythme. Il faut savoir qu'un rythme régulier a deux caractéristiques. Il doit être un rythme normal a deux caractéristiques. Il doit être régulier, d'une part, et doit être sinusal. Le rythme est régulier si les intervalles R, R sont constants. Donc, c'est-à-dire, vous regardez le tracé, vous mesurez les intervalles R, R. Vous pouvez le faire avec un compas ou avec une règle et vous rassurez que ces intervalles-là ne varient pas. Donc, que ces intervalles-là sont égaux. Donc, pour ce qui est du rythme sinusal, on dit qu'un rythme est sinusal si, premièrement, l'onde P est positive en D2, et si, deuxièmement, chaque onde P est suivie d'un complexe QRS, et chaque complexe QRS est précédé d'une onde P. Là, vous voyez un exemple d'élévation D2 sur lequel on a les ondes P qui sont positives. Donc, on va sur un P. Si notre onde P encore, on va sur notre onde P. Et vous voyez qu'à chaque P, on a un QRS qui le suit. Chaque P, on a un QRS qui le suit. Et vice versa, chaque QRS est précédé par une onde P. Ces deux éléments sont capitaux. Et vous vous dites sans doute qu'ils sont équivalents, mais ce n'est pas le cas. Il peut arriver que sur un tracé, on voit des ondes P qui sont suivies de complexes QRS, mais
il y aura certains complexes QRS qui ne seront pas précédés d'ondes P. Et ça, on le rencontre par exemple dans les extrasystoles. Donc là également, vous voyez un exemple de rythme en D2 qui n'est pas sinusal. Là, vous voyez une onde P qui est suivie d'un QRS, oui. Et là, vous voyez une autre onde P qui n'est pas suivie d'un QRS. Là également, voici une autre onde P qui n'est pas suivie d'un QRS. Là, vous voyez un QRS qui n'est pas précédé d'une onde P. Ainsi de suite. Ça, c'est un rythme qui n'est pas sinusal. Ensuite, le A de Franchira, ça correspond à l'axe. Il faut savoir, c'est que l'axe du cœur, il représente en réalité la somme des vecteurs électriques du cœur, grossièrement. C'est ce qu'il faut retenir. Et l'axe normal, on le dira qu'en pratique, il est entre 0 et 90 degrés. C'est vrai, dans certains documents, on vous dira entre moins 30 et plus 90 degrés. Mais en pratique, ce qu'on s'accorde à dire, c'est que l'axe normal, c'est entre 0 degrés et 90 degrés, comme illustré sur le schéma. Donc, si l'axe est entre 0 et moins 90, on dit qu'il est dévié à gauche. S'il est entre plus 90 et plus 180, on dit qu'il est dévié à droite. S'il est entre 180 et moins 90, il est dévié à l'extrême. Et donc, pour le savoir, il faut utiliser deux dérivations sur le tracé. D'une part, D1, que nous avons ici. Vous vous souvenez, je vous avais dit de retenir, de garder en tête le schéma du triangle d'Einthoven. C'est ici que trouve toute son utilité. Donc, vous avez D1 ici. Vous avez AVF là. Donc, la dérivation pour que l'axe soit normal, il faudrait que D1 et AVF soient positifs. Si on a un D1 qui est négatif, c'est-à-dire qui pointe plutôt de ce côté, et un AVF qui est positif, l'axe sera dévié à droite. De même, si on a un D1 qui est positif, donc là comme ça, et un AVF qui au lieu d'être positif est plutôt négatif, donc c'est-à-dire qu'il monte là comme ça. Vous voyez que l'axe, il revient plutôt comme ci. Et cet axe-ci, il est dévié à gauche. Donc c'est ça le principe. Il faut comprendre le principe. Il ne faut pas essayer de retenir. Lorsque vous comprenez le principe, vous vous en sortirez à tous les coups. Donc ça, c'est un schéma également qui récapitule ça. Là, vous avez un axe normal. On a dit que D1 était positif. Donc D1, c'est la déflexion D1 qui est positif, AVF positif. Puis pour ce qui est de l'axe dévié à droite, il faudrait que D1 soit négatif, comme je l'ai montré sur la figure précédente. Donc D1 doit pointer son nez de ce côté-là, AVF d'être positif. Ça sera dévié à droite. Ainsi de suite. Pour qu'il soit dévié à gauche, vous avez un D1 qui est positif et un AVF qui est négatif. Et enfin, pour la déviation extrême, vous avez les deux dérivations qui seront négatives, D1 et AVF et D1 et AVF. Donc, pour l'axe du cœur, retenez ces deux dérivations-ci, D1 et AVF. L'axe normal, voyez sa représentation typique. Vous voyez qu'il pointe en réalité un peu dans l'orientation du cœur. Donc, le A été étudié, maintenant on passe au N de Franchira. Le N, lui, je l'ai mis pour nécrose. Nécrose, pour étudier la nécrose ici, il faut rechercher les ondes Q qui sont pathologiques. Normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'onde P normale doit être inférieure à un petit carreau, c'est-à-dire inférieure à 40 millisecondes. Également, il doit être inférieur à 2 petits carreaux en amplitude. Donc, la résultante, c'est qu'une onde Q pathologique sera large et profond. Donc, tout Q large et profond est une onde pathologique. La largeur est définie par une durée supérieure à 40 millisecondes et l'amplitude, c'est également supérieur, on le dira, à 25% de l'onde R dans la même dérivation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut considérer que l'amplitude sera supérieure à 2 petits carreaux. Donc sur le tracé ici,
vous avez un Q, voici l'onde de Q ici, voici notre onde de Q, et je vous demande donc, selon vous, est-ce que c'est une onde pathologique ou est-ce que c'est une onde de Q normale? Donc, si on agrandit, vous verrez que cette onde de Q-ci est inférieure à un petit carreau, que ce soit en longueur comme en largeur. Donc, effectivement, il s'agit d'une onde Q qui est normale. L'autre signe de nécrose qu'on peut avoir, c'est un rapportage de l'onde R. Donc, normalement, les ondes R sont proéminentes, surtout dans les dérivations frontales et dans les dérivations V4, V5, V6. Si vous avez un rabotage, c'est-à-dire un aplatissement de l'onde R, il faudrait déjà suspecter une nécrose. Alors, avant de reprendre la présentation, je vais t'inviter à liker la vidéo si jusqu'à présent tu as appris quelque chose. Si tu sens que la maîtrise est en train d'arriver, laisse un pouce bleu et pense également à partager la vidéo à quelqu'un qui serait dans la même situation que toi. Ça invite également l'algorithme à proposer la vidéo à beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation. Donc, like la vidéo, ça te prend qu'une seconde. Maintenant que c'est dit, nous avançons dans la suite de notre présentation. Après le N, on a le C de conduction, qui ici là, pour étudier la conduction, il faut s'intéresser à l'espace PR et au complexe QRS. Si vous vous souvenez au départ, lorsqu'on parlait de la physiologie de la transmission de l'influx nerveux dans le tissu cardio-necteur, donc pour passer du nœud sinusal au nœud auriculo-ventriculaire, l'intervalle de temps, c'était le PR. Et donc, le PR, ici, nous permet de rechercher les blocs auriculo-ventriculaires. La norme, c'est PR d'être situé entre 120 millisecondes et 200 millisecondes. Si vous convertissez ça en petits carreaux, ça fait 3 petits carreaux et 5 petits carreaux. Raison pour laquelle je vous ai demandé au départ de retenir la valeur 1 mm, c'est 40 millisecondes. Ça représente un petit carreau. Donc, normalement, l'espace PR ne doit pas dépasser 5 petits carreaux. Il ne doit pas être inférieur à 3 petits carreaux. Lorsqu'on a un PR long, ça peut traduire un bloc auriculo-ventriculaire 1, donc un BAV1, ou par exemple, on peut avoir un PR court dans ce qu'on va appeler les syndromes, les troubles jonctionnels parocystiques, donc le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Une autre condition également qui nous permet de parler de bloc auriculo-ventriculaire, c'est des ondes P bloquées. J'ai montré un exemple sur le rythme qui était non sinusal. Vous aviez des ondes P non suivies par des complexes QRS. C'est ça qu'on appelle l'onde P bloquée. C'est typiquement représenté dans les BAV1 et les BAV2, autant pour moi, et les BAV3. Et enfin, on a d'autres anomalies du segment PR comme le sous-décalage. Donc, le PR, au lieu d'être sur la ligne isoélectrique, il peut être sous-décalé. C'est comme dans la péricardite aiguë, par exemple. Le C, donc, nous sommes toujours dans le C, et on vient de voir le C de la conduction auriculaire. Maintenant, il faudrait voir la conduction ventriculaire. La conduction ventriculaire, elle, pour l'étudier, on étudie la morphologie du complexe QRS. Il faut savoir donc que le complexe QRS normal doit être fin, ce qui signifie que la dépolarisation des deux ventricules est rapide et synchrone au niveau des deux ventricules. Un complexe QRS qui est trop large doit faire penser à une difficulté de la transmission rapide de l'influx nerveux au niveau des réseaux de conduction. Pour résumer, pour faire simple, on dira que le complexe QRS normal doit être inférieur à 80 millisecondes, ce qui correspond à 2 petits carreaux. Tout QRS qui sera supérieur à cette valeur-ci sera dit large et les QRS larges sont anormaux. Donc, il faut aussi savoir que de façon physiologique, la morphologie des QRS varie d'une dérivation à l'autre, surtout dans les dérivations précordiales. Donc, de V1 à V6, on aura une modification évolutive du complexe QRS. Donc, au départ, il est négatif. Il a une composante négative qui est plus dominante, donc le S sera plus profond. Et au fur et à mesure qu'on évolue, le S diminue, tandis que le R prend de l'ampleur jusqu'à arriver à ce niveau-ci. Ça, c'est de façon normale.
Vous pouvez également dessiner ce schéma-ci pour le garder en tête. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la première déflexion négative porte le nom de Q. Et si la première déflexion n'est pas négative, nous disons que le complexe QRS ne possède pas nom de Q. On peut l'observer là. Si vous retournez là, vous voyez que ici, on n'a pas nom de Q. Le nom de Q commence à apparaître au niveau de V4. Le nom de Q avec un nom de Q. Et puis toute déflexion positive porte le nom de R. Donc, une fois que la déflexion est positive, donc, la déflexion positive, celle qui monte, elle porte le nom de R. Et la première déflexion porte le nom de R, la deuxième va se noter R', la troisième R au second, et ainsi de suite. Et puis, une déflexion négative qui fait suite à une déflexion positive va s'appeler S. Il faudra aussi noter que les déflexions qui sont amples, donc supérieures à 5 mm, 5 petits carreaux, vont avoir le nom indiqué en majuscule. Donc, grand Q, grand R ou grand S. Alors que les déflexions qui sont de faible amplitude vont porter le nom en minuscule. C'est un schéma qui explique de façon très claire, de façon très facile, ce que raconte la diapositive précédente. Donc là, on a un petit Q, on a un grand R, et puis on a un petit S. Donc ça fait un aspect QRS, petit Q, grand R, grand S. Là, vous avez un petit R, donc la première déflexion positive, c'est R, puisqu'il est de faible amplitude, on a notre petit R, et puis S qui est profond, c'est notre grand S. Et puis également, cet aspect en V-ci, il faut le retenir, c'est ce qu'on appelle l'aspect QS, parce que là, il n'y a pas d'onde de R. J'ai cité précédemment le raboutage de l'onde de R, ça c'est un exemple typique ici. Là, vous avez un R qui est proéminent, un S qui est petit, et ainsi de suite, sur les autres dérivations. Voici l'exemple du R', on l'a dit, le premier R, c'est un R de grande amplitude, c'est la raison pour laquelle en majuscule, S, il est de faible amplitude, et de petit, il est en petit caractère. Et enfin, on a une troisième déflexion qui est positive, elle va se noter R'. Si on avait une troisième onde, elle va se noter R second. Donc, de même ici, on a un petit Q, un grand R, et ainsi de suite. Et puis de ce côté-ci, on a une onde R, là, une première onde et une deuxième, qui va se noter R'. Donc là, on a un aspect R'. Et on a dit au départ que le complexe QRS normal était ferme et cela traduisait une dépolarisation synchrone des deux ventricules. Mais lorsqu'il y a une dépolarisation qui est asynchrone, qui est liée par exemple à un bloc au niveau d'une branche, on a la dépolarisation qui va se faire de façon asynchrone. Donc on aura un premier QRS qui va représenter la dépolarisation du ventricule où il n'y a pas de bloc et un deuxième qui sera en retard par rapport au premier. C'est ça qui va donner cet aspect-ci particulier qu'on va retrouver dans les blocs de branches. Et puis également, le QRS ici, il est élargi. On a dit qu'un QRS normal doit être inférieur à 80 millisecondes, soit le petit carreau là, il est en A3. Donc, c'est un QRS large. Donc, on a vu la conduction auriculaire et ventriculaire. Maintenant, on étudie les hypertrophies. Les hypertrophies, on en a deux types. Les hypertrophies atriales et les hypertrophies ventriculaires. Pour ce qui est des hypertrophies atriales, il faut regarder l'aspect de l'onde P en D2. Toujours en D2. Toujours en D2. Jamais ailleurs. Pour ce qui est de l'hypertrophie atriale gauche, on aurait une onde P qui est trop large, donc supérieure à 110 millisecondes. C'est l'équivalent de 2 petits carreaux et demi, donc 2,5 mm. Une onde qui est dite mitrale. Si vous vous souvenez, l'atrium gauche, on a la valve mitrale. Ça, c'est pour moyen de retention. Donc, l'onde P qui est mitrale, qui est bifide, qui est parfois bifide. Donc, c'est un aspect en M. C'est-à-dire qu'il y a deux sommets. C'est typique de l'onde
P dite mitrale, qui traduit une hypertrophie auriculaire gauche. Pour ce qui est de l'hypertrophie auriculaire droite, si vous vous souvenez, la droite, elle est du côté droit, là où il y a la valve pulmonaire. Donc, c'est un nom de P qui est dite pulmonaire. C'est un nom de P qui est pointu, c'est-à-dire trop ample. Et plus explicitement, supérieur à 2,5 mm. Je vous laisse 3 secondes pour assimiler et on avance. Donc là, vous avez un exemple de tracé où on a une hypertrophie du ventricule gauche, de l'atrium gauche. Là, vous avez les zones de P mitrales, donc qui sont très larges, supérieures ici à 2 petits carreaux et demi. Si on agrandit, vous verrez que ça nous fait un petit carreau, deux petits carreaux, trois petits carreaux. Vous avez trois petits carreaux et trois petits carreaux pour chaque onde de P. Voici une onde de P ici, un petit carreau, 2 et 3. Donc, pour ce qui est des hypertrophies ventriculaires, notamment à commencer par l'hypertrophie ventriculaire droite, on va se rendre compte qu'en V1, on a une onde R qui est plus grande que l'onde S. Et donc, ce qui fait un ratio R sur S supérieur à 1. Souvenez-vous, sur la variation physiologique du QRS, on observait que au départ de V1 à V6, le complexe QRS était d'abord négatif, puis au fur et à mesure qu'on évoluait vers V4, V5, V6, il va commencer à se positiver. Ça, c'est la variation physiologique normale. Tandis que dans l'hypertrophie ventriculaire droite, on aurait une inversion de cette évolution-là. Donc en V1, on aura d'abord un complexe QRS qui est positif, qui va se négativer au fur et à mesure qu'on va avancer vers V6. Donc pour laquelle on dira que R est plus grand que S en V1. De la même façon qu'on peut dire S est plus grand que R en V6. Donc ce qu'il faut retenir, c'est cette variation physiologique normale. Et dès lors que vous avez une inversion de cette variation, vous pouvez parler d'hypertrophie ventriculaire droite. Voici une figure, un tracé, qui nous montre également cette variation, cette inversion de QRS au fur et à mesure qu'on avance de V1 à V6. Là, vous voyez qu'en V1, on a un R qui est plus grand qu'un S. C'est suffisant pour parler d'hypertrophie ventriculaire droite. Pour ce qui est de l'hypertrophie ventriculaire gauche, on dispose de plusieurs outils, notamment ce qu'on va appeler les indices. Et l'indice le plus utilisé en pratique, c'est l'indice de Sokolow, qui nous dit que S en V1 ou en V2 plus R en V5 ou en V6 doit être supérieur à 35 mm. 35 mm qui représente à peu près 7 grands carreaux. Donc, vous avez, si on prend l'exemple sur ce schéma, vous avez V1, vous avez S ici, il a combien? Il a 1, 2, 3, 4 petits carreaux et demi. Et vous prenez R en V5 ou V6. On va choisir le R dans lequel, on va choisir la dérivation dans laquelle R est plus proéminente. Donc, on va prendre V5 où on a R qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus ce demi-ci là, et le demi d'en bas, ça fait 8. Qui est pratiquement à 8 grands carreaux. Plus, donc, les 4 grands carreaux, les 4 grands carreaux qu'on avait ici, on se retrouve à 12, qui est très largement supérieur à 7. Donc, on a une hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a également d'autres indices qui peuvent nous conforter dans le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire gauche, notamment l'indice de Cornell, qui doit vérifier la condition R en AVL plus S en V3 doit être supérieur à 28 mm chez l'homme et 20 mm chez la femme. Donc là, mais retenez qu'en pratique, on utilise beaucoup plus l'indice de Sokolow. Donc les hypertrophies ventriculaires gauche, il faut aussi le savoir, sont de deux types. Celle de type systolique et celle de type diastolique. Ce qui différencie les deux, c'est que dans le type systolique, l'hypertrophie est liée à une surcharge de pression, donc à une augmentation de la post-charge. Tandis que
dans l'hypertrophie ventriculaire gauche du type diastolique, l'hypertrophie est liée à une surcharge de volume, donc à précharge. Et on a des étiologies variées. Dans la systolique, on peut avoir le rétrécissement aortique, l'hypertension artérielle ou la cardiomyopathie hypertrophique. Tandis que dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, les étiologies en cause sont l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique. Et puis sur le plan de l'ECG, on peut distinguer ces deux types grâce à l'onde T dont on va vérifier la morphologie dans les dérivations V5 et V6. Alors, il y a une mnémotechnique pour retenir, c'est que pour le type systolique, on retient le mot ciné. Dans ciné, donc si pour systolique et le né pour négatif. Donc, l'onde T sera négatif en V5, V6. Tandis que pour le diastolique, on retient le mot diapo. Le dia, bien évidemment, pour diastolique, et le po pour positif. Donc, on aura une onde T qui est positive en V5, V6. Si on revient par exemple à notre exemple précédent, lorsqu'on regarde en V5, V6, on voit une onde T qui est positive. Donc, positive pour diapo, on peut dire que l'hypertrophie ici est de type diastolique. Donc, en ce qui concerne maintenant le I, l'ischémie, je vous ai dit l'ischémie, il faut analyser le segment ST et l'onde T. Surtout des dérivations, il faut le préciser. Surtout des dérivations, il faut rechercher les anomalies de l'onde T et du segment ST. Normalement, le segment ST, c'est un segment qui est isoélectrique dans toutes les dérivations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surdécalage, il n'y a pas de sous-décalage. Ce qui nous montre qu'il y a des signes d'ischémie, c'est un sous-décalage du segment ST, notamment dans les dérivations contiguës avec image en miroir, c'est-à-dire un sous-décalage, une dérivation miroir. On a vu les dérivations contiguës plus tôt lorsqu'on parlait des territoires. Vous pouvez aller regarder, vous pouvez rentrer pour vous remémorer ça correctement. Également, un autre signe d'ischémie, c'est le sous-décalage du segment ST, notamment dans les syndromes coronariens ST-. Autre chose, c'est une onde T qui est symétrique, ample et pointue, ou alors une onde T qui est inversée et symétrique, toujours dans les dérivations contiguës, c'est-à-dire le territoire. Donc là, vous avez un exemple de sous-décalage du segment ST. Là, c'est la ligne isoélectrique qu'on pointe, la ligne isoélectrique, et là, vous avez un sous-décalage qui est supérieur ici à 1 mm. Là, vous avez un sous-décalage du segment ST. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'onde de Pardé. L'onde de Pardé, c'est l'onde qui est pathognomonique du syndrome coronarien aigu ST+, donc de l'infarctus du myocarde en constitution. C'est un sous-décalage persistant du segment ST, convexe en haut et englobant l'onde T. C'est la définition typique que vous allez retrouver dans le référentiel de cardiologie, dans le cours sur l'électrocardiogramme. Et puis on a d'autres étiologies du décalage du segment ST, comme la péricardite, l'anévrisme du ventricule gauche, l'angor de Prince-Bétal, les troubles de la repolarisation, le syndrome de Brugada, la maladie de Takotsubo. Et tout ça, on peut le regrouper sous l'acronyme de PARS. Maintenant, on a vu l'ischémie. Maintenant, il faut étudier la repolarisation. J'ai voulu mettre l'ischémie à part, malgré le fait que les signes d'ischémie sont un sous-ensemble des troubles de la repolarisation. Parce que l'ischémie va se manifester par des troubles de la repolarisation, c'est-à-dire une modification du segment ST, modification de l'onde T. Maintenant, un autre trouble de la repolarisation peut se manifester par un changement de l'intervalle QT. On l'a déjà dit précédemment, le ST, normalement, doit être isoélectrique. Maintenant, l'onde T normale est une onde qui est asymétrique, c'est-à-dire une onde qui croît de façon progressive et qui décroît de façon brusque. Donc, c'est ça qui fait la symétrie. Alors que lorsqu'on a une onde qui est pathologique, une onde qui est pathologique, c'est une onde qui sera d'emblée déjà pointue, qui sera symétrique. Donc, qui a la même vitesse de croissance que de décroissance. Typiquement, si on veut représenter, ça va donner une onde T qui, au lieu d'être comme ça, va plutôt venir là.
et être un peu de cette façon-ci. Donc, vous voyez là une onde T qui est pointue, qui est ample et qui est symétrique. Maintenant, pour ce qui est de l'intervalle QT, l'intervalle QT, on le dit, il est variable en fonction de la fréquence cardiaque. En pratique, il faut utiliser le QT corrigé. Donc, le QT corrigé est égal au QT mesuré divisé par la racine carrée des RR. Bien évidemment, toutes ces mesures-ci sont en millisecondes. Donc, vous prenez votre tracé, par exemple, vous comptez le nombre de petits carreaux, donc sachant qu'un petit carreau, c'est 40 millisecondes, ça, ce sera le QT mesuré. Ensuite, vous mesurez l'écart entre deux ondes R. Et vous faites la racine carrée, puis vous faites le rapport des deux, ça vous donne le QT corrigé. Et on nous dit qu'un QT corrigé normal se situe entre 350 et 450 millisecondes. Il y a des anomalies. Donc, lorsque le QT est long, c'est anormal. Lorsque le QT est court, c'est également anormal. Donc, il sera inférieur à 350. Et chacune de ces anomalies-là a des étiologies variées. Et enfin, on ne termine pas le A de Franchira. Et je l'ai mis pour d'autres aspects particuliers qu'on peut rechercher. On peut rechercher par exemple un aspect S1Q3 dans l'embolie pulmonaire. On peut rechercher l'onde F dans le flux atrial. On peut rechercher des ondes U anormales qui sont par exemple retrouvées dans l'hypocalémie. On peut rechercher un microvoltage dans les péricardites, ça va s'objectiver. Les ondes delta, les ondes J, etc. Et si vous retenez déjà les étapes de franchir, c'est déjà un bon point de départ. Maintenant, avec la pratique, avec l'exercice, l'entraînement, vous verrez que vous allez facilement apprendre à reconnaître et à rechercher ces différents aspects-ci particuliers. Au total, si on veut se résumer, un ECG normal doit avoir une fréquence cardiaque entre 50 et 100 battements par minute. Le rythme doit être régulier et sinusal. On a vu les conditions. Il doit avoir l'axe normal qui est entre 0 et plus 90 degrés. La nécrose doit être absente, donc pas d'onde Q pathologique. Si vous vous souvenez, une onde Q normale ne doit pas être trop large ni trop profonde. Donc une onde Q, un Q qui est trop large, trop profond, c'est pathologique. La conduction également, il ne doit pas y avoir de trouble de la conduction, c'est-à-dire en l'occurrence pas de BAV ni de bloc de branche. Le H, c'est pour l'hypertrophie. Il ne doit pas y avoir d'hypertrophie auriculaire ou alors ventriculaire. On a vu également ce qui permettait d'identifier ces hypertrophies-là. Le I, c'est pour l'ischémie. Donc, il faut vérifier que le segment ST est isoélectrique, que l'onde T est également normale. De même que dans les troubles de la repolarisation, il faut étudier le QT et l'onde T. Et enfin, le A pour les autres aspects particuliers. Une fois que c'est dit, une fois qu'on a vu comment faire l'analyse de l'ECG, comment retrouver, rechercher et retrouver des signes sur le tracé, une fois que cette étape est faite, il faut faire l'interprétation. L'interprétation consiste tout simplement à répertorier et à regrouper les différents signes qu'on a identifiés à l'étape de l'analyse pour en faire une conclusion, un syndrome, tout comme dans l'exemple de l'interprétation des clichés radiologiques. Je vous prends un exemple simple. Si on a sur un tracé un sous-décalage du segment ST convexe en haut, en D2, D3 et AVF, c'est qui correspond au territoire inférieur, et si en plus on a une image en miroir, on peut conclure sur un syndrome coronarien aigu ST+. Demain, on pourra également avoir la fibrillation ventriculaire qui a ses caractéristiques particulières. Les signes d'embolie pulmonaire, ils sont connus. Ce sera un aspect S1Q3, une tachycardie sinusale, une onde T inversée en T3, un bloc de branche droit. Donc ça, c'est des choses qu'on va rechercher dans l'analyse. Et lorsqu'on aura tous ces éléments-là, on pourra être conforté dans notre suspicion d'embolie pulmonaire. C'est également le cas pour les autres diagnostics. Donc ça, c'est l'étape d'interprétation. Et comme je l'ai dit, c'est fonction de la clinique. Si vous avez un patient qui vit avec une douleur thoracique, vous attendez à voir
par exemple un syndrome coronaire aigu, une embolie pulmonaire, une péricardite, parce que c'est ça qui sont des étiologies de douleur thoracique. Vous avez un patient qui vient parce que il a des palpitations, vous attendez à avoir un trouble du rythme, que ce soit ventriculaire ou supraventriculaire. Donc, nous abordons maintenant quelques anomalies de tracé. Et là, on va citer ce qu'on appelle les urgences électrocardiographiques, avec celles qui engagent le pronostic vital à court terme, notamment les syndromes coronaires aigus, que je ne fais que répéter depuis le début parce que c'est l'urgence absolue en cardiologie. On a la fibrillation atriale, la tachycardie ou la fibrillation ventriculaire, l'hypo ou l'hypercalémie sévère, les BAV complets, les péricardites, surtout avec tamponnade cardiaque. Donc, voici un exemple de CG que vous allez vous exercer. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour essayer de l'interpréter. Une fois que c'est fait, donc, je donne le corrigé. Là, vous allez voir la fréquence cardiaque avec la méthode qu'on a proposée au départ. Donc, vous avez fait 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Donc, 975, le rythme ici est régulier et sinusal. L'axe est normal parce qu'on a D1 positif. On a AVF qui est positif, ça fait un axe normal. Le PR également est normal. Voici les ondes de P ici, voici une onde de P, voici une autre onde de P. Et lorsque vous mesurez l'intervalle, l'espace PR, il n'est pas supérieur à 5 petits carreaux qui représentent 200 millisecondes. Les QRS sont fins. Nous avons nos QRS qui sont fins dans toutes les dérivations. Donc, ils sont normaux, il n'y a pas d'aspect particulier et il n'y a pas d'hypertrophie, que ce soit auriculaire ou alors ventriculaire gauche comme droite. Il n'y en a pas. Lorsqu'on se fie aux indices qu'on a vus plus tôt. Il n'y a pas d'aucune nécrose. Et on peut observer un sus-décalage du segment ST en D2. C'est le sus-décalage qui est très clair, qui englobe l'onde de T d'ailleurs, en D3 et en AVF. Et on vous a dit D2, D3 et AVF. Si vous avez ce schéma en tête du départ, ça correspond au territoire inférieur. Et puis on a des images en miroir, donc un sous-décalage du segment ST en V2. On a notre sous-décalage ici, V3 et V4. Ce qui nous permet de conclure sur un syndrome coronaire aigu du territoire inférieur. Donc, vous allez également faire le même exercice pour cette ECG-ci. On peut également faire le même exercice. On va constater qu'on a une fréquence cardiaque à 110, un rythme qui est irrégulier. Et je vous avais dit au départ que pour trouver la fréquence cardiaque pour un rythme qui est irrégulier, il fallait compter il fallait compter 30 grands carreaux et voir le nombre de QRS qui se répétait sur ces 30 grands carreaux. On prend l'exemple, on essaie d'appliquer l'exemple. Ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc, sur ces 30 quand je compte le nombre de complexes QRS, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le 11, je le multiplie par 10. Ça nous fait 110 battements par minute. Le rythme est non sinusal, parce qu'on ne voit pas d'onde de P ici. Donc là, on ne voit clairement pas d'onde de P. Et on voit même qu'il y a une trémulation de la ligne de base. C'est caractéristique du diagnostic qu'on va avoir. L'axe est normal, donc D1 positif, AVF positif. On n'a pas d'indice d'hypertrophie. Le Sokolo est inférieur à 35 mm, vous pouvez calculer. On n'a pas d'onde de nécrose et le segment ST est isoélectrique dans toutes les dérivations. Donc, compte tenu de la trémulation de la ligne de base, de la tachycardie, de l'absence d'onde de P et de l'irrégularité des complexes QRS qui sont fins, ça nous permet de conclure sur une fibrillation atriale. Donc, je vous demande également d'essayer de faire l'interprétation de ce tracé-ci et il faut m'écrire les résultats dans les commentaires. En dernier, nous avons un exemple de tracé d'hypercalémie. Je ne vais pas entrer trop dans les détails ici. Il faudra s'exercer pour, n'est-ce pas,
apprendre à reconnaître ça. Nous sommes arrivés au bout du tunnel. Il est temps de te révéler ce qu'il te faut véritablement pour maîtriser et mémoriser une bonne fois pour toutes le CG. Il s'agit de l'expérience, il s'agit de l'entraînement quotidien. Pour pouvoir ancrer de façon définitive les différentes anomalies présentées à l'ECG, les différents syndromes électrocardiographiques, il faut s'entraîner. Il faut le faire au quotidien, il faut le faire de façon continue et répétée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé une formation, j'ai conçu un challenge de 30 jours pour te permettre de pouvoir maîtriser l'ECG grâce à des interprétations qu'on va faire de façon quotidienne. Chaque jour, on va traiter des exercices et si bien qu'au bout de la formation, vu le nombre colossal de tracés que tu auras eu à interpréter, aucune anomalie ne te paraîtra plus jamais étrangère. Je vais te laisser mon numéro dans les commentaires. Tu peux me contacter si tu veux débuter la formation. Je te garantis que tu ne seras pas du tout déçu. Avant de terminer la vidéo, pense à écrire dans les commentaires s'il y a des sujets qui te paraissent difficiles, s'il y a des leçons ou des chapitres en particulier qui sont difficilement abordables chez toi. Ça peut être de la pharmacologie, la neurologie, la chirurgie. Bref, autant de choses qui sont parfois mal comprises ou qui sont très difficiles à étudier. Je te garantis que je rendrai le sujet le plus facile possible, le plus digeste possible. Abonne-toi, like et partage pour un contenu encore plus facilitateur.